The moderator has not yet joined the conference. If you Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Ça va? Bonjour, je suis Elisabeth Gauthier, directrice de la division biologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce premier colloque qui ouvre la 34e saison des colloques du SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « L'amélioration génétique 2.0, la sélection génomique à l'échelle opérationnelle au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ». Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec et l'Ontario. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Martin Perron. Le docteur Martin Perron est biologiste, diplômé de l'Université de Sherbrooke en 1993. En 1999, il obtient de l'Université Laval un doctorat en sciences forestières avec spécialisation en génétique. Puis, il réalise un postdoc au CFL, ici même, avec Jean Beaulieu. Depuis 2001, il est chercheur à la direction de la recherche forestière du LMFP et chargé de cours à l'Université Laval pour le cours de diversité génétique et d'amélioration des arbres. Il est spécialiste de l'amélioration génétique des mélèzes et des épinettes et de la sélection génomique. Il travaille sur l'évaluation de la croissance et l'adaptation d'essences ligneuses. Ses recherches portent aussi sur l'effet de la sélection génétique sur la qualité du bois et son maintien dans les plantations, notamment pour l'épinette noire et l'épinette blanche. Il est membre de la Chaire de recherche du Canada en génomique forestière et responsable du volet génétique forestière et adaptation du réseau Reboisement et Liniculture Québec. Je vais laisser la parole maintenant à Pierre Godbout qui va vous expliquer quelques petites consignes. Non, c'est bon, Pierre? Parfait. Alors donc, je vais céder la parole directement à Martin Perron. Et je vous souhaite un excellent colloque. Merci, Elisabeth. Donc, bonjour, merci d'être présent. Donc, on va... il y a plusieurs co-auteurs, donc c'est la génomique, c'est pas un truc qui se fait tout seul. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont contribué, entre autres, au projet Fast Track, qui était un projet de mise à l'échelle de la sélection génomique. Puis, moi, je vais vous parler, en fait, je vais faire un peu l'histoire de tous les processus de sélection. Donc, en amélioration génétique classique, il y a plusieurs étapes. Puis, chacune de ces étapes-là a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on va s'attarder à l'aspect sélection. On va voir plusieurs possibilités de comment on fait la sélection pour en venir à la sélection génomique. Donc, un cycle d'amélioration, ça a une durée d'environ une vingtaine d'années. Donc, pour que la sélection soit efficace, on doit d'abord avoir de la variation au sein de la population. Si tous mes arbres sont croches, même si je veux améliorer la rectitude du tronc, je ne serai pas capable. Donc, ça me prend de la variabilité naturelle pour être en mesure de faire de la sélection. De plus, le caractère qu'on veut améliorer doit être transmissible aux descendants. Donc, par exemple, la croissance, la rectitude du tronc. D'autres exemples de caractères qui sont transmissibles chez les arbres, la branchaison, la densité du bois, les propriétés mécaniques, résistance aux insectes, résistance à des stress hydriques. Donc, un autre élément pour que ça soit efficace, c'est qu'on doit avoir une bonne estimation de la transmissibilité. Donc, selon l'irritabilité, donc selon le niveau de transmissibilité, ça nous prend un nombre plus ou moins grand d'individus pour correctement évaluer l'irritabilité, avoir une précision sur l'irritabilité. Et par la suite, être en mesure de faire des bonnes prédictions de gains génétiques. Donc, comment on sélectionne? Bien, ça a tout d'abord commencé en forêt, par ce qu'on appelle la sélection massale. Donc, c'est une sélection qui est basée sur l'observation, puis c'est efficace lorsque la transmissibilité est élevée, parce qu'on n'a aucune idée des liens génétiques entre les individus, on n'a pas de répétition,
Donc, un caractère qui est fortement contrôlé et qui a été grandement amélioré, c'est la rectitude du tronc chez les mélèzes et les pins gris, par exemple. Les autres essences, nos épinettes, ont peu de problèmes de rectitude, donc ce n'est pas un caractère qui a été important dans ce cas-là. La deuxième façon de faire, c'est la sélection qu'on dit combinée. Donc, on va d'abord faire une sélection des meilleures familles pour le caractère qu'on recherche. Puis, par la suite, on va faire la sélection à l'intérieur de ces familles-là. Ceci, c'est requis lorsque la transmissibilité est faible. Puis, ça demande l'utilisation de plantations d'évaluation. Donc, il faut produire des plants. Par la suite, il faut répartir le nombre les plants par famille pour qu'ils s'en aillent sur le terrain dans différents blocs, dans différents sites. Donc, il y a un travail de pépinière à faire. Règle générale, on veut que les plantations d'évaluation, il y ait une répartition au hasard des éléments génétiques. Donc, c'est un exemple avec une famille qui est répartie au hasard à l'intérieur d'un bloc. Et chaque bloc, on va vouloir tester tous les éléments génétiques dans un environnement similaire, donc par exemple en haut de pente et en bas de pente. C'est un autre exemple ici. Donc, on recherche généralement pour ça des terrains qui ont un gradient environnemental assez régulier, donc une pente régulière. Puis, on a un exemple ici de variation de croissance entre deux familles d'épinettes noires à 10 ans. Donc, réparti sur une trentaine d'années, c'est un exemple que je donne avec l'épinette noire. Il y a eu plus de 134 tests, donc plus de 700 000 arbres qui ont été cultivés, identifiés, mis en terre, dégagés, suivis, mesurés, pour, par la suite, donner de l'information sur la transmissibilité, les caractères de croissance, et on a fait une sélection. Donc, la troisième façon de faire de la sélection, c'est à l'aide d'une valeur d'amélioration. Qu'est-ce qu'une valeur d'amélioration? En fait, c'est la prédiction de la performance des descendants d'un individu. Donc, si je prends Y, qui se trouve à être, par exemple, la croissance en hauteur, bien, j'ai des tests répartis sur le territoire dans plusieurs sites. Je vais avoir une moyenne, par site. Donc, j'ai des effets de site, j'ai des effets de blocs à l'intérieur des sites, j'ai des effets de famille, j'ai des interactions, famille, site, bloc, famille. Puis, avec l'analyse de variance, j'arrive à un modèle qui me permet d'expliquer la croissance d'un individu. Donc, mais il reste toujours une erreur dans ces modèles-là, toujours une partie qui n'est pas expliquée par ce qu'on a observé. Donc, la valeur d'amélioration, c'est estimé avec la transmissibilité du caractère et la moyenne de famille et la moyenne de la population. Donc, c'est une comparaison avec la moyenne de la population qu'on observe. Donc, par exemple, si j'ai un caractère comme la croissance, qui est peu contrôlé de façon génétique, donc la transmissibilité est un petit peu plus faible. Donc, c'est une échelle de 0 à 1, j'ai une transmissibilité de 0,2. La moyenne de ma population est de 500 cm ou 5 mètres. Donc, si j'ai des familles qui ont en moyenne 600 cm ou 400 cm, la valeur d'amélioration de ces familles-là va être de 20 cm ou de 4 parce que 600 moins 500, ça donne 100, multiplié par 0,2, ça donne 20. Okay? Donc, idéalement, tout ça, ça se fait si on respecte les hypothèses statistiques. Hein, tout le monde est familier avec les hypothèses statistiques. Mais en plus, quand on fait de la génétique quantitative, quand on fait des analyses, on doit respecter aussi des hypothèses de base au niveau génétique. Donc, la façon dont
les valeurs d'amélioration sont calculées depuis... ça a été développé dans les années 70. On n'avait pas nécessairement les capacités de calcul pour le mettre en application chez les arbres. C'est un petit peu plus récent. Mais ça s'appelle Best Linear Unbiased Prediction. Pourquoi ça a été développé par les gens qui travaillent sur les animaux? Ben, c'est assez simple. Ils ont plus d'argent que nous. Ils sont plus nombreux que nous. Donc, ils font plus de travaux théoriques et que nous. Il y a plus d'équipes qui travaillent sur l'amélioration génétique. Donc, souvent, il y a des trucs qui viennent de ce milieu-là. Donc, en fait, M. Anderson, ce qu'il avait observé, c'est que lorsqu'il introduisait un nouveau taureau dans les programmes d'amélioration, au début, il semblait être très, très bon ou vraiment pas bon. Là, quand il rajoutait des descendants, il se rapprochait de la moyenne. Donc, c'est un effet, dans le fond, d'échantillonnage. Donc, il a développé une méthode qui corrige lorsque notre précision d'évaluation, elle est moins précise. Puis cette méthode-là est utilisée, puis elle est incluse maintenant dans les programmes, que ce soit SAS ou R. Donc, cette méthode pas de régression, mais de rapport, de correction par rapport à la qualité de l'évaluation. Donc, la valeur d'amélioration individuelle, donc si je veux savoir la probabilité de performance des descendants d'un individu, je peux utiliser la valeur d'amélioration de la famille, l'héritabilité intrafamiliale, puis l'erreur qu'on avait observée tantôt dans notre modèle. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle réduit. Bien que l'équation pourrait sembler complexe, on va parler un petit peu plus tard de ce qu'on fait maintenant. Puis la beauté de ça, c'est que tout ce qu'on a à faire, si on sélectionne plusieurs individus, c'est juste de faire la moyenne de leur valeur d'amélioration. Puis on a à ce moment-là le gain génétique de ce groupe de parents-là. Donc, la méthode des blobs, je l'ai dit un petit peu, c'est une méthode qui tient compte de la précision de l'information dont on dispose. Donc, si j'ai une famille ou des individus qui est bien évaluée, puis je vais avoir une valeur qui est précise. Lorsque ma valeur est imprécise, elle est ramenée près de la moyenne, donc 0. C'est interprété comme un gain ou une perte. Donc, si je suis identique à la moyenne, j'ai une valeur d'amélioration de 0. Si j'ai une valeur d'amélioration supérieure à la moyenne, j'ai une valeur positive. Donc, par exemple, si 20 cm. Si je suis inférieur à la moyenne, j'ai une perte. J'ai une valeur d'amélioration inférieure à la moyenne. Donc, lorsqu'on a plusieurs caractères qu'on veut améliorer, il y a plusieurs stratégies, mais la meilleure stratégie pour effectuer le classement, choisir nos arbres, dans le fond, c'est d'utiliser un indice. Bon, le nom, moi, je trouve qu'il n'est pas bon. Là. On appelle ça un indice de sélection. Mais en fait, ce n'est pas la sélection qu'on fait avec ça, c'est juste un classement. Donc, la difficulté, c'est d'attribuer un poids, de déterminer quel poids on attribue à chacun des caractères qu'on veut utiliser. Donc, à part la suite, quand on fait notre sélection, puis on va en reparler un petit peu plus tard dans la conférence, on doit vraiment tenir compte, prendre en considération la diversité génétique. Donc, une des façons de déterminer l'indice de sélection, c'est de faire une simulation, c'est-à-dire qu'ici, sur l'axe des X, c'est le poids, différents poids qu'on attribue au volume. Donc, si j'ai un poids de 1 pour le volume, j'ai le gain maximal pour le volume, donc 100%. Puis, si j'ai 50%, donc ce qu'on recherche, c'est l'endroit où on va maximiser le gain pour chacun des caractères. Donc, la dernière façon, dans le fond, de faire de la sélection, c'est la sélection à l'aide de la génomique.
C'est rendu possible, entre autres, parce qu'il y a eu le grand projet de séquençage du génome humain qui a fait en sorte que ça a développé toutes les techniques, toutes les capacités qu'on a aujourd'hui. Puis l'ADN étant l'ADN, ben, on peut appliquer ça aux plantes, aux insectes. Donc, tout ce développement-là origine en partie de ça. Donc, la sélection par la génomique, ça nous est encore venu des gens qui travaillent sur les taureaux, sur les bœufs. Donc, c'est en 2001 que quelqu'un a fait la proposition d'utiliser un grand nombre de marqueurs moléculaires pour faire de la sélection. Il y a 25 ans, on essayait de faire des liens entre les marqueurs moléculaires et des caractères, mais comme la majorité des caractères d'intérêt sont contrôlés par un très grand nombre de gènes. Si on pense à la croissance, c'est environ une centaine de gènes qui contrôlent la croissance. Donc, si j'ai 15-20 marqueurs, je ne peux pas arriver à faire des liens qui sont assez solides avec ce caractère-là. Par contre, si j'ai 3 000, 4 000, 5 000 ou jusqu'à 50 000 marqueurs, mais là, je peux commencer à faire des liens plus précis et avoir une meilleure prédiction. Donc, ce qu'on doit savoir si on fait de la sélection génomique, en fait, c'est que pour les conifères, nos conifères ont tous 12 chromosomes, sauf quelques exceptions. Puis, un élément qui est important, là, c'est à comprendre aussi, c'est l'élément de liaison. C'est-à-dire que si on prend un organisme, un individu qui a 2n égale 4, donc différents chromosomes, puis je fais un croisement, bien, tous les gènes qui sont sur le chromosome rose ici, bien, ils ont tous été transmis en même temps, donc ils sont liés. Alors que les gènes qui sont sur l'autre petit chromosome ici, bien, ils sont distribués au hasard. Il n'y a pas nécessairement de lien d'une génération à l'autre. Donc, il y a également souvent du réarrangement, donc de la recombinaison à l'intérieur lorsqu'on passe par la reproduction. Donc, c'est un autre élément qui est à considérer aussi lorsqu'on fait la sélection à l'aide de marqueurs moléculaires. Si j'ai un petit nombre de marqueurs, puis il y a des éléments de recombinaison, bien, j'ai moins de liaisons, donc mes prédictions vont être moins intéressantes. Donc, vous savez, l'ADN, c'est une longue chaîne, puis de base. Chez les conifères avec lesquels on travaille, les épinettes, on parle de 20 gigabases. Donc, à une position donnée, il y a des variations de base. Donc, on peut considérer que ce sont des allèles, non? Différentes. Donc, il y a des variations à l'intérieur des individus. Donc, ce sont ce qu'on appelle des polymorphismes nucléotidiques uniques. Donc, c'est des variations à une position donnée. C'est présent partout dans l'ensemble du génome. Donc, avec les travaux qui ont été faits précédemment, avec le séquençage, avec l'expression des gènes, on est allé chercher, les équipes sont allées chercher des SNP, des variations réparties partout dans l'ensemble du génome. Donc, tantôt, je vous ai parlé un petit peu de la façon dont on va prédire une valeur d'amélioration avec un modèle statistique. Ça, c'était le modèle réduit tantôt. Parce qu'on allait chercher les blocs, hein, les valeurs de blocs, seulement pour les familles, pour les parents. Mais là, puis par la suite, on allait chercher les valeurs de chacun des individus avec notre indice de transmissibilité, l'erreur qu'on avait observée. Donc, il y a moyen de faire tout ça maintenant en une seule étape, c'est-à-dire qu'on modélise les valeurs de blocs, les valeurs de prédiction d'amélioration en une seule étape. On le fait à l'aide
d'un pedigree. Donc, c'est quoi un pedigree classique? Hein? Pour un individu, on a son père, sa mère, ses grands-parents. Puis, on sait que ces individus-là ont un certain pourcentage de relations. Donc, un individu, il partage 50% de son bagage génétique avec son père et sa mère. Puis, en moyenne, hein, c'est important, en moyenne, il partage environ 25% de son bagage génétique avec son grand-père maternel ou sa grand-mère maternelle. Puis, c'est la même chose pour ses demi-frères. Donc, si on reprend notre pedigree classique, il y a un autre type de pedigree qu'on peut observer, c'est que maintenant, avec la génomique, si on a des séquences sur l'ensemble du génome, on pourrait établir un pedigree génomique, vraiment avoir un grand détail de ce qui est du bagage génétique de l'individu par rapport à ses ancêtres. Et la même chose par rapport à ses frères, ses demi-frères. Par contre, ce qu'on fait dans la réalité, c'est qu'on fait un sous-échantillonnage de ça. On va à plusieurs endroits vérifier si c'est quoi les variations, c'est quoi qu'on observe chez cet individu-là. Donc, on a un pedigree qu'on dit haplotype. C'est pas très pratique hein, pour faire des analyses, des séries de lettres comme ça. Donc, on transforme ça en pedigree génotypique. Donc, lorsque l'allèle est homozygote, donc là, si je n'ai pas de variation à un endroit, mon allèle majeur, ça va être identifié comme un 0. Lorsque mon individu est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il a reçu de son parent une allèle, puis de son autre parent un autre allèle, donc il porte deux allèles différentes à la même position, il est hétérozygote. Puis, s'il a reçu deux allèles dont la fréquence est mineure, on le code comme un 2. Ça va nous permettre, ce pedigree génotypique, dans le fond, c'est une extraction de tout le génotypage qui a été fait pour chaque individu à des fins d'analyse. Ça nous permet, on a parlé tantôt de la matrice de relations qu'on avait avec un pedigree classique, mais là, on est capable d'avoir les relations génétiques réalisées. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que chaque individu a en commun avec son ancêtre ou avec son demi-frère. Donc, dans ce cas ici, on voit que l'individu a un petit peu plus de lien de parenté, il y a plus de bagage génétique qui lui est arrivé de sa grand-mère, juste du fait de la recombinaison. On se rappelle, dans la recombinaison, il peut y avoir soit des échanges, soit un chromosome entier qui est transféré dans les gamètes. Donc, cet individu-là a reçu un petit peu moins de bagage génétique de son grand-père. Donc, on vient, au lieu de juste utiliser la moyenne, on pense qu'en moyenne, chaque individu a tel lien de parenté avec son frère, son grand-père, ses parents. Et ici, là, on vient en faire une estimation plus précise. C'est ce qui est intéressant. Même si on ne faisait pas la sélection génomique comme telle, ça viendrait quand même nous aider à avoir une estimation plus précise de nos paramètres génétiques. Donc, la sélection génomique, comment ça se fait en fait? C'est qu'on a besoin ça fonctionne bien à l'intérieur d'un groupe de parents. Je ne pourrais pas l'appliquer à l'échelle de la forêt. On doit faire ça dans un petit groupe de parents. Au début, on pensait entre 20 et 50. Là, on sait aujourd'hui qu'on peut monter là, un petit peu plus, une centaine de parents. Mais ce qui est important, c'est que si j'ai un deuxième groupe de parents, je dois développer un nouveau modèle spécifique pour ce groupe de parents-là. Toute la mécanique, tout ça fonctionne bien, mais ça fonctionne à l'intérieur d'une population donnée, étant donné qu'on a besoin de liaisons, de liens de parenté entre ces individus-là pour que la sélection génomique fonctionne. Donc, si on a des croisements biparentaux, on a des arbres en test, ça nous prend pour bâtir le modèle environ 800 descendants. Donc, il faut qu'ils soient phénotypés, donc il faut qu'on ait des mesures là, sur des caractères réels. Là. Ça peut être la croissance, la résistance mécanique, la résistance à un insecte. On doit avoir, évidemment, les génotypes. Puis,
on bâtit un modèle entre les valeurs d'amélioration, les blocs et les marqueurs moléculaires, pour par la suite être en mesure, seulement avec les marqueurs moléculaires, de quand même faire une prédiction de la performance descendante de cet individu-là. Il y a différents types de stratégies qui existent. La plus intéressante pour nous en foresterie, c'est la méthode des G-blocks. Pourquoi? Bien, en fait, parce qu'elle nous permet aussi d'intégrer les autres types d'analyses qui sont intéressantes, c'est-à-dire l'analyse spatiale, les analyses multisites. Donc, actuellement, dans le cours de développement des techniques, la méthode G-block est quand même la méthode la plus intéressante pour les forestiers. Bien, par la suite, une fois qu'on a notre modèle dans notre population, bien, avec les mêmes parents, on peut, si on refait des croisements ou si on regarde d'autres descendants de ces parents-là, on a en génotype, on peut faire une prédiction de la performance de ces individus-là, des descendants de ces individus-là. Donc, on se rappelle tantôt, je disais qu'un cycle d'amélioration classique, c'est environ une vingtaine d'années. C'est surtout dû à la grande période de testage qu'on doit faire pour plusieurs caractères. Donc, c'est sur environ une trentaine d'années entre le début et le moment où on va avoir du matériel amélioré qu'on va déployer vers le reboisement. Si on applique la sélection génomique, bien là, on raccourcit le temps de testage. Puis, si on applique des techniques de reproduction hâtive, donc à l'aide de greffage en tête. Donc, c'est-à-dire que je prends un individu, j'en coupe un petit bout, je vais le greffer sur un individu qui est déjà mature. Donc, assez rapidement, il va produire des fleurs, je vais pouvoir faire des croisements, puis passer à la génération suivante. Si on va vers l'embryogenèse somatique, c'est la même chose. Si on fait des croisements, on teste et on s'en va vers le reboisement. Comme on a déjà une banque de lignées clonales, bien là, on peut directement, à l'intérieur de cette banque-là, si on a le modèle qu'on a bâti avec les mêmes parents, bien, aller directement vers le reboisement. En raison de la certification, de l'acceptabilité sociale, le niveau de propagation au niveau clonal ne devrait pas dépasser à peu près 4 millions. Puis, pour ce qui est de l'épinette blanche actuellement au Québec, si on le fait pour une région ou deux domaines bioclimatiques, ça va être entre 15 et 30 millions de plants qui pourraient être issus de ces travaux-là. Donc, avant le projet de mise en application, il y avait déjà eu un premier essai dans nos populations pour tester la sélection génomique à l'intérieur de nos populations. C'était des travaux, entre autres, que Jean Beaulieu a publiés dans le cadre de Smart Forest. Puis, si on voit que ici, en termes de précision, pour des caractères qui sont faiblement contrôlés, faiblement transmissibles, c'est quand même similaire la valeur d'amélioration classique versus la valeur d'amélioration génomique. Ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'on peut aller plus rapidement, puis bien là, on a des gains par unité de temps, donc qui sont d'environ du double. C'est la même chose, puis c'est encore plus intéressant pour des caractères qui sont fortement contrôlés, parce que là, puisqu'il y a un meilleur contrôle génétique, bien, il y a une meilleure précision, il y a une meilleure prédiction de la valeur future des descendants pour ces caractères-là. Mais c'est en gros la même chose, c'est que l'ordre de grandeur, le gain par unité de temps est environ 2 fois plus important pour ces caractères-là, comparativement à l'amélioration génétique classique. C'est le même gain, puisque c'est la même population. Donc, la variation, la différence, c'est vraiment le gain par unité de temps. Donc, le ministère, il y a eu un projet pilote
au ministère, nous, on le considérait comme un projet pilote pour nous là, de savoir si on allait intégrer ou non la sélection génomique dans nos activités. C'était le projet Fast Track qui regroupait plusieurs partenaires, comme vous pouvez le constater, qui était mené essentiellement par l'Université Laval et le Service canadien des forêts, selon les aspects. Puis, à l'intérieur de ce projet-là, un des objectifs, c'était de faire des analyses économiques avec les données et la réalité des partenaires. Donc, avec nos analyses, avec tous nos coûts de programmes d'amélioration, on sait que pour un investissement là, de 5 à 10 $, c'est selon comment on amortit les coûts d'amélioration. Donc, un programme d'amélioration génétique classique, ça dure environ 25-30 ans. J'ai calculé tous les coûts, puis on a ramené ça, après ça, à l'utilisation d'un verger pour 30 millions de plants pendant 25 ans. Donc, ça nous fait, pour la durée du reboisement, environ 5 à 10 $ à l'hectare. Donc, on a comparé différents scénarios. Donc, scénario de base, on utilise nos vergers actuels, on arrête l'amélioration, on utilise nos meilleurs croisements, on fait un nouveau cycle d'amélioration génétique, mais de façon classique, où on fait de la sélection génomique, soit à l'aide de nouvelles techniques de reproduction, donc transfert vers des vergers, production d'une grande quantité de semences pour le reboisement, ou uniquement pour la foresterie clonale, donc à une plus petite échelle. Donc, tous les scénarios à différents EQS, les deux scénarios les plus intéressants, c'est les deux scénarios de sélection génomique. La raison est assez simple, c'est que l'échelle de temps étant beaucoup plus courte, ben, c'est plus intéressant, les retombées sont plus intéressantes. Le scénario le moins intéressant, c'est de passer par l'amélioration génétique classique. Pourquoi? Parce que la durée de temps est très longue. Donc, dans le futur, ça nous amène à faire de la sélection multicritère davantage. Donc, croissance, qualité du bois, adaptation, résilience, stress hydrique, insectes maladies. Donc, on va bâtir des modèles. Puis, on a fait une première application de la sélection génomique à l'échelle opérationnelle à l'intérieur du projet Fast Track, donc dès 2018. On n'est pas certain, mais pas mal certain que c'est une première mondiale. Je ne pense pas qu'à cette échelle-là, personne a fait ça encore chez les arbres, chez les conifères. Donc, à l'intérieur de la banque clonale du ministère, qui a été bâtie sur une dizaine d'années, on a génotypé plus de 3000 clones. Les valeurs de G-BLOP, de prédiction génomique, de plusieurs caractères, donc rigidité du bois, densité du bois, angle des microfibrilles, hauteur, DHP, volume, ont été estimés, prédits, puis à partir de ça, on a fait un exercice de sélection pour la banque clonale. Donc, si on prend la banque clonale au complet, puis on conserve les 30 meilleures lignées pour la résistance mécanique seulement, bien, je vais avoir un gain génétique d'environ 11 %. Puis, pour le volume, on aura un gain génétique d'environ 38 %. Par contre, pour l'ensemble des caractères, on retiendrait seulement de 3 à 6 familles. Donc, si on regarde là, de mémoire, je me souviens que on a utilisé un indice. Si on prend la sélection sur indice, il y avait 22 clones sur 30 qui provenaient de la même famille. Donc, au niveau déploiement, ce n'est pas acceptable. C'est trop risqué que si cette famille-là est sensible à une maladie qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas acceptable. Puis nous, ce n'est pas dans notre loi, ce n'est pas dans notre juridiction, mais on applique à peu près la même chose qui se fait un peu partout dans le monde. Puis qu'on regarde les gens, que ça soit imbriqué dans leur loi
ou que ce soit les organismes de certification, tout le monde est environ utilise environ la même règle, c'est-à-dire que on doit déployer environ une trentaine de clones qui proviennent d'un minimum 10 familles originant de 20 parents. Bon, notre sélection finale, c'est 15 familles, puis on voit que le gain génétique, là, grosso modo, est coupé à peu près en deux quand on fait de la sélection multicritère. Donc, ça prend un grand nombre d'individus pour être capable d'avoir du gain pour plusieurs caractères. Suite aussi à l'analyse économique, on a commencé à faire des représentations auprès du ministère pour intégrer la sélection génomique à l'intérieur de nos programmes. Finalement, ça a été un grand nombre de rencontres sur une année et demie où on a dû faire plusieurs démonstrations que c'était viable, ça valait la peine, comment on allait le faire. Et on nous a demandé vraiment de bâtir un projet, de tout bâtir, là, comment on allait le faire avant de nous donner le OK. Donc, il y a 3 personnes du ministère qui sont impliquées, donc moi-même, Josiane Deblois, qui était une statisticienne qui travaille avec nous, mais là, on l'intègre dans l'équipe à temps plein pour ce projet-là. Il y a Julie Godbout qui a été engagée récemment. On a des collaborateurs aussi au ministère, Laurence Tremblay, Sylvie Carle, Philippe Dupéré, qui s'occupent tous de différents aspects là, du déploiement. Évidemment, ça ne se ferait pas sans nos collaborateurs externes qui ont développé ces trucs-là. Donc, Jean Bousquet, Patrick Lenz, Nathalie Isabelle vont continuer à collaborer avec nous. Donc, l'objectif, en fait, on a décidé de vraiment intégrer directement dans la stratégie d'amélioration la sélection génomique. Donc, la sélection se fait par sélection génomique pour l'ensemble de la population. Donc, l'objectif, c'est, comme un peu usuel, là, c'est d'augmenter la productivité de bois de qualité pour l'épinette blanche. Donc, on va élaborer, on a déjà des modèles qui sont élaborés pour certaines populations, qui ont été élaborés lors du développement de cette stratégie-là. Donc, mais il faut élaborer de nouveaux modèles, entre autres pour une autre population. Là, ce qui est vraiment différent, c'est qu'on va appliquer la sélection génomique, mais à l'échelle opérationnelle. Tout le développement qui s'est fait au cours de Smart Forest, Fast Track, Spruce Up, il y a environ 7000 individus, incluant la banque clonale, l'expérience de traçabilité, les travaux sur la traçabilité. Il y a à peu près 7000 individus qui ont été génotypés. Là, on veut en génotyper jusqu'à 15 000, donc les 10 000 qui sont déjà existants, plus 15 000. Donc, on va avoir 25 arbres candidats pour sélectionner les parents de la prochaine génération. Puis, par la suite, on va faire des croisements et on va l'appliquer sur environ 10 800 nouveaux descendants. Donc, la pratique actuelle, c'était vraiment de faire un long cycle, d'avoir des sélections déterminées par les résultats sur le terrain. Puis, pour l'épinette blanche, ça représente à peu près 25 %. Notre gain génétique espéré en hauteur, ça fait environ 15 %. Et si on démarre ça, si on avait démarré ça en 2019, donc on pourrait espérer avoir des plants mis en terre vers 2054. Puis, comme on l'a dit, c'est un petit 5 $ à l'hectare. Puis, la grosse différence entre la sélection génomique et la sélection classique, c'est que le budget est régulier. C'est-à-dire que je vais avoir des activités régulières sur 25-30 ans, ils ont toujours le même budget, la même équipe. En amélioration génétique à l'aide de la génomique, bien là, le cycle est réduit à 4-6 ans. Donc, je prends le même budget que j'avais sur 30 ans, j'en ai besoin sur 6 ans. Puis, comme c'est la même population, mais je vais avoir les mêmes gains génétiques espérés. On ne fait pas de miracle, on va juste sélectionner plus rapidement à l'intérieur de cette population-là. Par contre, on en sera en mesure environ, selon un plan idéal,
de mettre en terre des arbres vers 2032. Donc, l'intérêt majeur de la sélection génomique pour nous, c'est que pour un même coût, on peut bâtir des modèles. On a parlé de 800 arbres environ pour bâtir un modèle. Donc, des caractères qui sont complexes, difficiles à mesurer. Je ne peux pas les mesurer sur 20 000 arbres, mais je peux me permettre de mesurer sur 800 000 arbres pour bâtir un modèle. Donc, ça nous permet d'intégrer des caractères complexes qu'on n'aurait pas utilisés normalement dans notre programme d'amélioration génétique. Donc, pour à peu près le même coût, parce que le coût de bâtir un modèle n'est pas très élevé. Donc, le gros problème qu'on a avec le financement de ces trucs-là, c'est que le budget est très irrégulier. Moi, je ne peux pas arriver et dire à mes collègues, bon, ben l'année prochaine, personne ne fait de terrain, là, les écologistes, les gens de sylviculture, plantation mixte, personne ne sort là, parce que moi, j'ai besoin de tout l'argent. Il faut que je génotype. Donc, j'ai besoin d'avoir des budgets spéciaux qui sont débloqués, puis c'est ce qu'on a travaillé pendant 1 an et demi. Puis finalement, le projet devait démarrer en mai ce printemps. On nous a autorisé, le projet a été autorisé, on nous a autorisé les budgets, l'argent. On nous a autorisé aucun personnel supplémentaire pour l'instant. Donc, le projet est reporté à l'an prochain, le démarrage. On a fait quelques petites choses dans le projet cet été, mais c'était surtout des trucs du phénotypage, mesures réguliers. Puis, donc, l'an prochain, on devrait démarrer vraiment. L'épinette blanche, c'est essentiellement trois grandes populations, 3 grands groupes d'origine. Il y a les populations qui originent des tests de provenance. Ça a été développé par le fédéral. Puis, par la suite, là, ici, là, quelque part dans le cycle, là, les croisements avaient été faits au fédéral, certaines plantations ont été faites par le fédéral et le provincial. Il y a eu un transfert là, en 1996 environ du programme d'épinette blanche vers le provincial. Donc, le groupe d'élevage 2, c'était les tests de descendance du fédéral. Il y avait eu des sélections. Après ça, ici, tous les croisements et tous les tests ont été faits par le provincial. Puis, en parallèle, il y a une 3e population qui était toutes les arbres qui ont été sélectionnés en forêt par le provincial en lien avec les vergers d'épinette blanche. Donc, plus de 46 tests. Cette population-là, il n'y a pas eu encore de croisement dirigé. Donc, il y a un 400 individus. On vise sélectionner jusqu'à 800 par an. Il y en a à peu près 400 de sélectionnés présentement. Donc, éventuellement, on va faire des croisements, puis on appliquera là, ce qu'on veut faire dans le 2e cycle d'amélioration génétique, dans le fond, c'est de partir de les 2 populations du groupe 1 et 2, qui sont les plus avancées. On a environ 56 000 descendants en test pour lesquels on a déjà les données de croissance. On ne peut pas, à l'heure actuelle, avec les budgets qu'on a, avec les coûts de génotypage, penser génotyper 56 000 individus. De toute façon, ça serait ridicule. On a déjà l'information sur la croissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des analyses. On fait les analyses. On va retenir, pour chacun des 2 groupes, environ 80. On va retenir les 80 meilleurs parents. Puis, dans chacun de ces parents-là, on va aller chercher des descendants pour avoir un petit peu plus de 14 000 descendants qu'on va génotyper. Puis, donc, on va également, certains sont génotypés, d'autres ne sont pas génotypés. En tout cas, on va s'assurer d'avoir les génotypes également des parents. Donc, on a des mesures à faire pour bâtir des nouveaux modèles, essentiellement pour la population 2. Parce que tout le travail qui a été fait en mode développement, même dans Fast Track, où on était plus en mode opérationnel, est-ce que ça fonctionne au niveau opérationnel, la sélection génomique, ça s'est tout fait dans les populations du groupe 1. Donc, au niveau développement de modèles, tout est à faire pour le groupe d'élevage 2. Donc, sélection génomique 2020-2021, l'intérêt, c'est d'aller chercher tous les caractères pour lesquels on n'avait jamais eu d'informations. Donc,
résistance à la tordeuse, toutes les propriétés mécaniques. Donc, tous ces caractères-là, c'est ça l'intérêt d'appliquer la sélection génomique à même la population d'arbres candidats à la sélection pour le cycle suivant. Donc, étant donné que c'est les mêmes parents qui sont déjà dans les vergers que les parents actuels avec lesquels on travaille, on va faire la sélection génomique, mais on va pouvoir faire des recommandations de récolte sélective dans les vergers pour des caractères pour lesquels on n'a jamais eu d'information, on n'a jamais eu de mesurage. On va également revoir, en fonction de ces nouveaux caractères-là, une sélection pour la banque clonale du ministère. Donc, on prévoit faire des croisements polymixes, faire un ensemencement d'environ 150 descendants par famille, donc pour un 10 800 nouveaux descendants uniparentaux. Également, dans le programme Fast Track, l'équipe de Nathalie Isabelle ont développé une nouvelle façon de faire de la multiplication végétative. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, la banque clonale du ministère a développé les 3000 clones. Là, ça a pris une dizaine d'années à mettre ça en place. Donc, si on veut, parmi les descendants ici, d'en propager un certain nombre de façon végétative, ça nous prend une méthode pour laquelle on est capable, sur un plus grand nombre, de façon annuelle, de faire un échantillonnage, les génotyper et par la suite les propager de façon végétative. Parce que là, actuellement, c'est un peu la technique d'embryogenèse somatique, c'est un petit peu un goulot d'étranglement à l'utilisation de la sélection génomique. Parce qu'ailleurs qu'en foresterie, comme c'est plus rapide, on peut penser à faire plusieurs cycles. Nous, avec la difficulté de reproduction, le délai de reproduction des arbres, mais l'intérêt, c'est davantage d'utiliser la sélection génomique pour faire de la sélection multicritère que de faire un très grand nombre de cycles d'amélioration. Donc, environ vers 2026, on va refaire une deuxième sélection génomique. Donc, on pense faire des recommandations pour nouveaux vergers, une nouvelle série de lignées. Ça, c'est un peu les populations 1. Comment c'est réparti? Il y a essentiellement 6 tests de descendance. Il y a des échantillonnages qui ont été faits actuellement, des génotypages dans 2 tests. Ça a servi à développer les modèles. Donc, on va appliquer ces modèles-là dans les autres séries de descendants. Puis, dans la population 2, bien, comme c'est tout à faire, on va utiliser 2 tests, un dans l'érablière, un dans la sapinière, pour faire des échantillonnages, mesurer un plus grand nombre de caractères, bâtir les modèles, puis après ça, l'appliquer dans les autres populations. Donc, c'est un dossier qui est intéressant pour le ministère, dans plusieurs grands dossiers du ministère, donc que ce soit la stratégie de production de bois, la stratégie d'adaptation au changement climatique, séquestration de carbone, gestion des risques. Donc, ça nous permet de revoir nos sélections. Ça va nous permettre aussi rapidement, comme on va avoir un très grand nombre d'individus déjà génotypés, connus pour plusieurs caractères, s'il arrive quelque chose de nouveau, un fléau, ou tout ça, on va pouvoir aller échantillonner, caractériser ces arbres-là au niveau phénotypique. Puis on va déjà avoir les génotypes, on va pouvoir refaire un modèle, refaire une prédiction de sélection, peut-être refaire des nouveaux croisements. Puis je vous invite à poser des questions. Alors, merci Martin. Mon nom est Pierre Godbout. Je vais vous donner les instructions pour la période de questions. Dû à un problème technique non résolu, voici comment procéder pour poser une question. Alors, pour les régions, comme je l'ai écrit, là, vous devrez utiliser
la boîte de chat et poser votre question. C'est possible de mettre votre nom puis le nom de l'organisation. On va pouvoir les voir ici à l'écran et pour le bénéfice des gens qui sont en salle, on va pouvoir les lire à haute voix. Pour les gens dans la salle, il va y avoir un petit exercice, là. On n'a pas de micro, on s'excuse. Donc, c'est soit que vous allez le poser verbalement, Martin va répéter, ou on va se promener avec le micro pour que les gens en région puissent également entendre votre question pour le bénéfice de tout le monde. Donc, on va procéder de cette façon-là. Je ne vois pas de questions encore en région. Est-ce qu'il y en a en salle? On s'excuse vraiment, là, il va y avoir un petit exercice, mais ça va me faire bouger. Donc, on va avoir une question en salle. Donc, on vous demande de vous nommer. Puis après ça, avant que Martin réponde, je vais remettre le micro. Bonjour, Jean Birbé, du Service canadien des forêts. Tu as mentionné les changements climatiques et le CO2 à la toute fin, dans la dernière diapo. Puis donc, on pourrait intégrer ça. Est-ce que ça ne devrait pas être fait immédiatement parce que c'est une donnée qu'on peut prévoir? Ces arbres-là vont être plantés en 2032, récoltés en 2120. Est-ce qu'on ne peut pas commencer tout de suite à intégrer ça dans tous vos travaux? En fait, oui, c'est déjà intégré, là. C'est sûr que on vise des arbres qui ont une meilleure croissance, des arbres qui sont plus résistants aux maladies, des arbres. Donc oui, c'est déjà intégré en partie. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Peut-être que oui. Mais c'est ça, une fois que là c'est la première étape, là, on obtient tout ce bagage de données-là, puis on va poursuivre des analyses vers d'autres caractères aussi. Ouais. Bonjour, Franck Grenon, Service canadien des forêts. Martin, tu nous lances un chiffre de 12 à 14 mètres cubes par hectare par année d'accroissement potentiel. On peut penser, mettons, à 60 ans que ça représente 600 mètres cubes par hectare de gain sur 15 d'augmentation en hauteur. Ces arbres-là vont avoir un tour de taille assez imposant, j'imagine, parce que c'est quand même des chiffres qui sont énormes, là. 600 mètres cubes par hectare à maturité, mettons, à 60 ans. Est-ce que c'est une faute de frappe ou on a vraiment le bon chiffre là, ici? En fait, c'est pas une faute de frappe, là. C'est parce qu'on n'est pas habitué d'avoir de la productivité de plantation. Les plantations sont beaucoup plus productives que la forêt naturelle parce qu'au lieu d'avoir 10 000 tiges qui compétitionnent puis d'avoir très peu de toutes les ressources qui vont se retrouver en volume marchand, mais en plantation, je contrôle le nombre de tiges dès le départ, donc j'ai à peu près 2000 tiges à l'hectare. Donc, il y a une très grande proportion de toutes les ressources qui se retrouvent à la fin en volume final. Donc, c'est pour ça que cet ordre de grandeur-là n'est pas très surprenant pour quelqu'un qui est habitué de travailler en plantation. Puis la différence majeure entre les plantations et la forêt naturelle, c'est justement, c'est pas une différence de productivité, c'est vraiment une différence de productivité en volume marchand. Puis l'erreur que les gens font parfois aussi, quand on dit, bon, faut faire des plantations mixtes, faut faire des plantations monospécifiques, les gens qui parlent du mix, ils parlent toujours du volume total. Ils ne parlent jamais du volume marchand. Mais aujourd'hui, là, on ne maîtrise pas les techniques pour avoir une productivité en volume marchand supérieur dans les plantations mixtes. On entend parfois là, au niveau des écosystèmes, au niveau écologique, toutes les forêts, les plantations où c'est mixte sont davantage productives. Mais au niveau total et non pas au niveau volume marchand. Jean Beaulieu, Université Laval.
Martin, merci pour ta présentation, très intéressant. Si je ne me trompe pas dans ta présentation, tu as parlé que l'épinette blanche représentait à peu près 25 des efforts de reboisement. Qu'en est-il du 75 Je sais qu'il y a deux espèces importantes aussi qui sont l'épinette noire et le pin gris. C'est quoi vos plans? C'est quoi l'état des connaissances actuellement par rapport à l'utilisation de la sélection génomique? Pour l'instant, on est en mode... c'est nous aussi qui sommes testés. Là. On nous demande de commencer à appliquer la sélection génomique dans l'épinette blanche. L'épinette blanche, pourquoi? Parce que c'est la plus avancée. Deux, oui, on envisage éventuellement de l'appliquer pour d'autres espèces. On parlait tantôt des pourcentages. Les deux autres espèces les plus importantes au niveau du reboisement, c'est l'épinette noire, le pin gris. Donc, l'épinette noire, oui, on envisage éventuellement d'aller faire de la sélection génomique, mais c'est pas pour maintenant, pour tout de suite, parce que les populations, parce que ça s'applique, ces modèles-là, dans des populations, puis les populations ne sont pas tout à fait prêtes. C'est-à-dire que les populations dont on a de l'information sur des familles biparentales, et ils sont quand même assez jeunes aujourd'hui, donc on veut commencer à faire des travaux, à s'y intéresser, mais c'est au niveau opérationnel, c'est pas pour tout de suite qu'on envisage ça pour la noire. Une autre idée que j'ai à long terme, à moyen terme, c'est de dire, pour une essence plus marginale, comme par exemple les programmes pour les mélèzes, au lieu d'établir 8 plantations, 8 dispositifs, établir seulement les plantations pour bâtir des modèles. Puis, dans 15-20 ans, probablement que le coût de génotypage, on anticipe que le coût de génotypage va baisser, que les techniques vont pouvoir s'appliquer. Utiliser les modèles construits pour sélectionner parmi les descendants. Donc, il y a différentes avenues, mais on est en période nous-mêmes de testage. Jean Beaulieu encore. Les modèles de sélection génomique, on sait actuellement, par l'expérience qu'on a, c'est que ça tient bien probablement pour une génération, 2 générations, parce que les liens d'apparentement entre les descendants puis les parents étant de 5,5, donc ça devrait tenir pour la 2e génération. Pour la génération future, je sais que ça nous mène à peu près peut-être en 2120, comme dit Jean Bérubé, là. Avez-vous des plans aussi en même temps pour établir des nouveaux tests, pour être capable dans 50 ans peut-être, pour que les gens qui vont être là aient le matériel pour construire de nouveaux modèles? En fait, oui, Jean. Ce qui est prévu, pour 2 raisons, étant donné, oui, il y a un petit peu une incertitude de la précision de la sélection génomique dans les générations futures, mais il y a aussi une grande incertitude au niveau climat. Donc, la meilleure chose à faire, c'est que lorsqu'on va avoir nos nouveaux descendants, les 10 800 environ, là, idéalement, j'aimerais plus, là. Mais on va me dire qu'on a 10 800 descendants. Oui, on va établir des nouveaux tests, c'est prévu. Donc, sur l'horizon environ 2030-2050, il faut que ces arbres-là soient sur le terrain, vivent les conditions climatiques du moment, pour qu'on soit, que les gens éventuellement soient en mesure de faire des nouvelles sélections, d'aller de l'avant. Ça va. Si ce n'était pas des changements climatiques et de l'incertitude au niveau de la précision, la stratégie, ça serait de dire on ne fait pas de tests. Mais là, il y a trop d'incertitudes, puis avec l'état des connaissances, il faut davantage le documenter. Donc, on a une question en région, alors, de Fabienne Collat, du Centre de semences forestières de Berthier. Alors, dans ce nouveau contexte, quelle sera l'utilisation anticipée du réseau actuel des vergers à graines du Québec pour l'épinette blanche? Dans ce contexte, en fait, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on va avoir l'information,
sur plusieurs caractères. On va avoir les prédictions, en fait, de l'ensemble des arbres qui sont présentement dans les vergers. Donc, on va soit faire une proposition de récolte sélective ou carrément, on va dire, certains individus doivent être éliminés des vergers parce que, par exemple, il y a une densité du bois trop faible ou une résistance à une maladie pas assez intéressante. Puis, ce que j'anticipe, c'est que on doit être patient parce qu'on nous dit présentement on manque de semences, donc il faut peut-être aller de façon transitoire. Les sélections qu'on va faire prochainement, peut-être qu'ils doivent être greffés en petite quantité en cime, juste pour faire des croisements. Puis, lorsqu'on aura nos résultats là, plus tard, 2026, 2027, ça va dépendamment, là, vraiment établir des nouveaux vergers. OK. Patrick Lenz, Centre canadien de la fibre de bois. Et puis, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous faire un retour plus sur la propagation? En fait, tu nous as parlé des 4 millions sémis issus des embryogénèse somatique. Production, c'est assez facile. Le délai est, comment dire, prévisible. Mais où moi, je me pose souvent des questions, c'est que si tu planifies avec une propagation par verger à graines, notamment, même si tu fais le greffage en cime, je pense que c'est en français, c'est quoi les délais que tu penses d'avoir avec cette technologie-là, aussi vu que ton greffe que tu vas mettre, il faut qu'il devienne mature aussi un peu? En fait, c'est complémentaire à la question de Fabienne. On va continuer, puis on va raffiner l'utilisation des vergers actuels. Puis, ça se fait toujours graduellement. Un verger, quand il commence à produire, il commence à produire tranquillement. Donc, la transition vers du matériel de troisième cycle, les vergers de troisième génération, va se faire graduellement. Puis, on n'appliquera pas nécessairement la sélection génomique à grande échelle, parce que là, on va partir en période de testage 2030, 2050. Donc, ça va se faire graduellement. Avec le greffage en tête, on envisage que les greffes produisent 2 à 3 ans après avoir été greffées, contrairement à une dizaine d'années lorsque c'est un verger classique, traditionnel. Donc, il n'y a plus de questions en salle ni en région. Madame Collat nous remercie. Alors, te remercie plutôt. Alors, merci Martin pour ta présentation, l'amélioration génétique 2.0, la sélection génomique à l'échelle opérationnelle au MFFP. Merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 21 novembre et qui s'intitule La station Wapishka. Partenaire de recherche au cœur du Nitassinan. Le conférencier sera Guillaume Proulx, conseiller et agent de développement de la recherche de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée.